20h sur DTV, l'heure du journal et son titre. Attaque à Bouroufaye, 13 personnes tuées, le ministre de l'Intérieur au chevet des victimes. Aly Ngouille Ndiaye annonce l'ouverture d'une enquête. Chaque famille éplorée bénéficiera d'1 million de francs CFA. Pendant ce temps, l'heure est au regret. Le maire de la commune de Niassia, dans le département de Ziguinchor, estime que les autorités n'ont pas été suffisamment prévoyantes en n'écoutant pas les populations. Celles originaires de la Casamance qui s'activent au marché Bignona de Dakar sont toujours sous le choc. Elles appellent le gouvernement à prendre toutes ses responsabilités, à privilégier le dialogue pour résoudre la crise casamançaise. 35 ans déjà, mais un calme relatif régnait dans la région sud. Mais voilà que ce carnage vient perturber le processus de recherche d'une paix définitive. À voir dans cette édition. Bonsoir. Pas moins de 13 personnes ont été tuées hier à Bouroufaye. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique s'est rendu à Ziguinchor pour présenter les condoléances du gouvernement aux familles éplorées. Aly Ngouille Ndiaye rassure que toutes les dispositions seront prises pour traquer les assassins. En attendant, certains blessés vont être acheminés à Dakar et chaque famille de victimes va bénéficier de la somme de 1 million de francs CFA. Aly Ngouille Ndiaye est au micro de Mambinta Diatta. Depuis que le président de la République a accédé au pouvoir, nous avons vu tous les efforts qu'il n'a cessé de déployer pour que la paix revienne en Casamance. C'est peut-être d'ailleurs cette accalmie qui a fait que nous sommes tous surpris des exactions qu'il y a eu hier. Dès qu'il a eu l'information, il a réuni le Conseil de sécurité et nous a demandé de venir en urgence, d'abord voir l'état des malades et présenter les condoléances. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous avons déjà ici dénombré au niveau donc de ce quartier et des environs 8 familles de victimes sont venues présenter les condoléances du chef de l'État, présenter les condoléances donc de la nation. Et comme j'ai dit tout à l'heure, l'enquête suit son cours et nous prendrons toutes les dispositions pour les poursuivre et pour les arrêter, et nous ne laisserons, nous ne laisserons pas en tout cas de répit. Une telle attaque était-elle prévisible? Le maire de la commune de Niassia estime que les autorités n'ont pas été suffisamment prévoyantes. La forêt en question était classée et elle représentait un certain nombre de risques pour les populations environnantes, mais elles n'ont pas du tout été écoutées. Je vous propose d'ailleurs d'écouter Mamoudou Diallo et réagir au micro de Mambinta Diatta. Produit dans ce qu'on appelle la forêt classée de Toubacouta. Donc nous on dit la forêt du Bayot-Est. Cette forêt, il faut dire qu'il y a 3 villages aujourd'hui riverains que sont Toubacouta, Bourouyou et Bofo-Bayot. Il faut dire qu'on n'a noté aucune perte humaine dans cet incident-là parmi ces villages riverains. Parce qu'il faut se dire qu'il y a eu des sensibilisations pour que les populations n'entrent pas dans cette forêt. On a noté, il y a des moments, une poursuite effectivement des coupeurs de bois à partir de la forêt. Et ces gens qui les ont poursuivis sont venus jusque les dernières maisons du village de Toubacouta. Et ça, les gens avaient la crainte, une fois, de ne pas encore se déplacer. Il y avait une visite des 3 ministres concernant cette forêt classée. Il y avait le ministre de l'Environnement, le ministre de l'Intérieur, le ministre des Forces armées qui étaient venus jusqu'à Toubacouta pour constater les fléaux de cette coupe abusive du bois. Malheureusement, on n'avait pas permis à la population de dire ses inquiétudes, parce que c'est les populations qui vivent la situation exactement. Même nous, maires, on ne nous a pas permis de dire. Donc on avait l'information pour tôt ou tard, il devait avoir cet incident-là. Il fallait que les autorités administratives et militaires prennent des dispositions pour éviter cela.
Plus de 24 heures après l'attaque meurtrière de Bouroufaye continue toujours de susciter des commentaires au marché Bignona de Dakar. La consternation est au cœur de toutes les interventions. D'aucuns invitent l'État du Sénégal à prendre toutes ses responsabilités et à privilégier le dialogue. Je lance à nouveau un appel solennel à tous nos compatriotes du MFDC pour la consolidation de la paix. Un appel qui semble bien tomber dans l'oreille d'un sourd. En effet, une semaine après cet appel du chef de l'État, une attaque des plus lâches fait 13 morts au sud du pays. Consternation et désolation, c'est ce qu'on peut retenir de ce carnage. On était vraiment attristés quand on a appris l'attaque d'hier. On est toujours attristés quand il s'agit de meurtre. On est humain. C'est seulement aujourd'hui que je l'ai su. C'est un peu dur quand il y a mort d'homme. On avait cru que le problème de la Casamance était réglé. Le dialogue, l'unique solution pour arriver à une paix définitive en Casamance. Ici, dans notre garage, il n'y a aucun changement. Les clients viennent comme d'habitude pour rallier Ziguinchor sans aucun problème. Mais n'empêche, au garage Bignona, les transporteurs ne ressentent aucunement une baisse de l'affluence de la clientèle. Le peuple casassais a beaucoup souffert du problème de la Casamance. Mais si ce sont des rebelles, il faudrait que l'État du Sénégal essaie de les contacter afin qu'ils s'assoient dans une table et essaient de négocier. D'une part, il y a frustration, mais je pense que par le dialogue on peut arriver à la solution finale. Cette attaque d'une bande armée au sud du pays a aussi fait 9 blessés graves. Le chef de l'État Macky Sall a convoqué le Conseil de sécurité et une délégation ministérielle est dépêchée sur place. Lenetchoun, vous l'avez dit, ce carnage remet au goût du jour la crise casamançaise. Depuis cette attaque, le peuple sénégalais est plongé dans la désolation la plus totale. Le chef de l'État a dépêché une délégation gouvernementale à Ziguinchor. C'est un élément que vous venez d'ailleurs de suivre pour mieux évaluer la situation sécuritaire de la région sud. La Casamance, 35 ans de crise malgré sa richesse et sa verdure. C'est un rappel d'Elhaj Moussa Bey. Refait surface en Casamance au moment où l'espoir pour une paix définitive était permis. Les compatriotes du Sud ont vécu un samedi des plus sombres avec une violence inouïe perpétrée par une bande armée dit-on. 13 fils du terroir sauvagement assassinés, dont le seul tort d'avoir eu la liberté de circuler, mais aussi d'avoir été au mauvais moment et au mauvais lieu. Un bilan qui vient à nouveau relever le compteur des morts. Jamais de répit dans la désolation. Un citoyen paie toujours le martyre après 35 ans de conflit. C'est dans l'après-midi d'une journée de perte que le chef de l'État a été informé du massacre. Le Conseil national de sécurité immédiatement convoqué. Une délégation ministérielle dirigée par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique dépêchée pour présenter les condoléances du gouvernement. Il s'agira également pour Aly Ngouille Ndiaye et sa délégation d'évaluer la situation sécuritaire dans la région. 7 civils sont sortis de l'attaque avec des blessures par balle. En attendant les résultats de l'enquête, mystère et boule de gomme sur le mobile et le profil des assaillants. Sur un tout autre registre, l'amélioration de la qualité de l'enseignement est au cœur des débats sur l'éducation. L'atteinte de cet objectif passe forcément par la mise en place de mécanismes et de structures pour mieux encadrer les professeurs. C'est ce que préconise l'Association sénégalaise des professeurs d'histoire et de géographie. Le secrétaire général Moustapha Sen réagit au micro de notre reporter. L'État fait face à un certain nombre de difficultés. Mais ces difficultés-là ne doivent pas quand même nous amener à réduire les budgets qui sont destinés au recrutement et à la formation. Parce que également les professeurs demandent, ce que nous souhaitons aussi, nous le faisons nous en tant qu'association de droit privé, nous lançons l'appel aux autorités pour que des structures de formation continue puissent être mises en place et pérennisées et dotées de moyens suffisants. Ceci pour relever le niveau d'encadrement des professeurs et renforcer le capital de savoir des élèves.
La politique, un nouveau départ dans le fonctionnement des partis de gauche s'annonce. L'Union démocratique entend, à travers son prochain congrès, entamer des réflexions sur le mode de fonctionnement des partis dits classiques. La formation politique veut éviter le syndrome de l'AFP, du Parti socialiste, voire de la LD. Écoutons le secrétaire général, professeur Pape Dembassi, au micro d'El Hadji Moussa Beya. Le départ, c'est simplement ceci, c'est-à-dire qu'on a fonctionné d'une certaine manière pendant un certain temps. On va évaluer ce mode de fonctionnement-là et on va décider de changer ce mode de fonctionnement. Parce que les partis traditionnels, tels qu'ils ont toujours fonctionné, notamment dans notre pays, ont atteint leurs limites objectives. Et ça, c'est général. Ce n'est pas seulement notre parti, c'est tous les partis. C'est pourquoi il faut, à mon avis, que l'on réfléchisse d'autres modes de fonctionnement, d'autres manières, n'est-ce pas, d'aborder les questions et d'autres actions à mener par rapport, n'est-ce pas, à notre pays. Notre pays est particulier. Nous avons un pluralisme, vous le savez, religieux, confessionnel, ethnique, etc., qui oblige, n'est-ce pas, à avoir un certain nombre d'approches, n'est-ce pas, et les approches classiques ne peuvent plus fonctionner. D'ailleurs, vous voyez, tous les partis classiques ont des problèmes, des difficultés. Je n'ai pas besoin de citer, l'actualité est là, n'est-ce pas, pour attester ce que je suis en train de dire. Donc nous pensons que ça. Donc le nouveau départ, c'est cela, c'est-à-dire prendre en compte les réalités de notre pays et construire une organisation qui puisse être adaptée à cette nouvelle situation. Clôture de la 26e édition de la Foire internationale de Dakar. L'heure est au bilan pour certains exposants. Cette édition n'est pas du tout fructueuse pour beaucoup d'entre eux. La clientèle s'est fait beaucoup désirer tout au long de cette édition. Toutefois, les 8 jours de prolongation ont permis aux exposants d'écouler quelques-unes de leurs marchandises. Aujourd'hui, ils proposent l'organisation de ce grand événement tous les 2 ans. C'est une matinée peu animée à la Foire internationale de Dakar. Pour cause, beaucoup d'exposants ont plié leurs bagages à quelques heures de la fermeture de cette 26e édition. Après un prolongement d'une semaine, ces vendeurs se frottent les mains. Les 7 régions qui ont leur stand à l'étage ne voient pratiquement pas de clients. Avec le prolongement de la foire, nous avons pu trouver un stand au niveau du rez-de-chaussée. Vraiment, nous avons beaucoup plus vendu d'articles. Ces prolongations est une aubaine pour nous. Nous avons vendu beaucoup d'articles. Pour ce marchand, l'heure est au solde. Il faut qu'il écoule toute sa marchandise avant la fermeture définitive de cette foire. Nous sommes là pour écouler nos marchandises. Nous avons diminué nos prix car cela ne sert à rien de ramener nos marchandises. Pour ces exposants, la foire de cette année n'a pas été aussi fructueuse que les années précédentes. La clientèle s'est fait désirer. Cette année-ci, vraiment c'est un fiasco. Nous n'avons pas vu beaucoup de clients. Les années précédentes sont mieux que celle-ci. Cette année, la foire n'a vraiment pas marché pour nous. Pour changer la donne, ces exposants préconisent l'organisation de la foire tous les 2 ans pour attirer beaucoup plus de clients. Il faut organiser la foire tous les 2 ans. Au moins, il y aura plus de monde et nous vendrons beaucoup plus de produits. Si on organisait la foire tous les 2 ans, on pourrait mieux nous préparer davantage. Mais un à quand même, des produits invendus, des clients qui viennent à compte-gouttes ou se font quasiment rares. Cette 26e édition de la Foire internationale de Dakar n'a pas été des meilleures pour ces exposants. Ils espèrent que l'organisation de cette foire sera reconduite tous les 2 ans. Le riz de la vallée peut consommer par bon nombre de Sénégalais. Ici à la Foire internationale de Dakar, les clients se font rares.
selon cette commerçante. Les clients viennent à compte-gouttes. Peut-être qu'ils ne savent pas l'importance du riz de la vallée. Par contre, d'autres qui veulent en connaître viennent nous voir pour qu'on les explique comment l'utiliser. TCS 10, 177, entre autres, font partie des variétés de riz locales qui existent sur le marché, nous fait savoir cette dame. Il y a beaucoup de variétés telles que le TCS 10, le 177, le CL 108, le riz complet. Cette dame fait partie de ceux qui consomment bien le riz de la vallée. Elle nous fait savoir l'importance de ce produit. Moi, je l'utilise pratiquement tous les jours. C'est très bon, ce que les gens ne connaissent pas. Cela te permet de mieux digérer les aliments à un certain âge. Le riz de la vallée est plus recommandé. Cette vendeuse appelle à plus de sensibilisation pour la consommation du riz de la vallée. Elle déplore le fait qu'elles sont laissées en rade. Notre principal souci est le fait que les dirigeants ne nous aident pas. Il faut qu'il y ait plus de sensibilisation dans les télévisions et les radios. Si les Sénégalais sont bien conscients de la qualité, cela nous facilitera la vente de nos marchandises. Beaucoup de Sénégalais ne savent pas utiliser le riz de la vallée. C'est du moins l'avis de cette commerçante. Elle appelle à plus de sensibilisation pour mieux écouler leurs marchandises. Toutes nos excuses pour cette petite interruption. Vous venez de suivre un élément de Yamokoli qui nous parlait du riz de la vallée. Nous poursuivons ce journal et parler de religion et de la société. Comme chaque année, les Layènes scellent des mariages pour faciliter l'union de deux conjoints. Une tradition très ancienne de la communauté que les organisateurs combinent avec la ziara du Khalif général. Pour cette édition, 132 mariages ont été officialisés. Précision, ces unions sont scellées conformément aux normes de l'islam. Compte rendu à Yarandiaï. En tout, 132 mariages ont été scellés pour cette édition 2018. Une tradition bien connue des Layènes pour faciliter l'union des futurs conjoints. C'est une tradition qui date du vécu de Sidina Limamoulaye Al-Mahdi et salut sur lui. Son fils, Mam Sidi Tchao, et le troisième Khalif Baye Sidi l'ont perpétué. Ce dernier faisait le tour des régions pour sceller des mariages. Depuis lors, l'événement est combiné avec la ziara. Dieu a fait que nous avons célébré 132 mariages et nous prions Allah que tous ces mariages soient bénis. Selon Chérif Idrissa Tchaoulaye, ces mariages sont soumis au respect des chartes de l'islam. Ce ne sont pas des mariages qu'on célèbre, ce ne sont pas des mariages que nous célébrons. Ce ne sont pas des mariages que nous célébrons, ce ne sont pas des mariages que nous célébrons autrement. Nous le faisons comme le recommande la religion musulmane. Le plus important, c'est de faire le nécessaire, ne rien exiger à qui que ce soit. Si le marié souhaite donner quelque chose à sa femme, mais c'est entre eux. Combiné avec la ziara du Khalif général de la communauté, l'événement est une manière, selon le porte-parole, d'inciter en exemple le saint homme aux jeunes couples. C'est une vraie chance que son anniversaire de mariage coïncide avec la ziara de Chérif Abdullahi. Dès lors, les participants doivent prendre exemple sur l'homme. C'est un homme multidimensionnel et l'événement lui est dédié. Depuis 1883, les Layènes célèbrent les mariages collectifs. Le nombre de participants accroît tous les ans, en renseignent les organisateurs. D'ailleurs, Layènes ou pas, certains musulmans préfèrent sceller leur mariage pendant ce ziara. Religion, toujours, le président du comité d'organisation de la 127e édition de la célébration de la naissance de Serigne Mohamedou Lamine Bara Mbacké se dit satisfait des engagements pris par le préfet du département de Kébémer et son équipe. Selon Serigne Cheikh Thioro Mbacké, les questions sanitaires, sécuritaires et sociales restent toujours leur préoccupation pour un bon déroulement du Magal. Il est au micro de notre reporter.
ci ñetti S mooy sécurité santé ak sociale. D'importants progrès ont été notés dans les 3 secteurs essentiels que sont la sécurité, la santé et le social. Un seul secteur revêt un caractère d'urgence. Il s'agit de l'électricité. Il faut noter qu'il y a des désagréments sur des poteaux électriques qui méritent d'être revus. Il faut que les autorités y prennent mesure. Les hautes tensions peuvent créer des dégâts, ce qu'on ne souhaite guère. Donc l'électricité est la seule préoccupation de Mbacké Kadior. Mais les autorités nous ont rassurés. Satisfaisant. Tel est le bilan financier et administratif de la saison 2016-2017 du basketball sénégalais. Les fédéraux magnifient le travail abattu par les dirigeants qui ont réussi à unir la famille du basketball. Le 13 janvier prochain est la date retenue pour le démarrage de la saison 2017-2018. Ibrahim Fall était présent à la séance. Année parfaite pour la Fédération sénégalaise de basketball. C'est ce que révèlent les rapports financiers et administratifs produits pour le président de la Fédé Basket. L'unité de la famille de cette discipline a beaucoup contribué à cette réussite. Nous avons quand même, en termes de recettes, 582 millions et quelques de recettes. Et également, en termes de dépenses, nous avons dépensé plus de 582 millions. Ce qui fait effectivement que nous avons, en ce qui concerne le bilan financier de la fédération au 30 novembre 2017, fait un solde créditeur de plus de 300 000 francs. Si toutes les sommes à recouvrer sont recouvrées et les dépenses payées, nous aurons un solde créditeur de plus de 19 millions. Nouvelle saison, nouvelle disposition. La Fédération sénégalaise de basketball compte modifier la compétition du National 1 féminin. Pour la saison à venir, nous préconisons, nous aurons une poule unique pour les filles. Ça permet à nos joueuses de l'équipe nationale qui tapent à la porte de l'équipe nationale d'avoir le maximum de matchs. Parce que qu'on le veuille ou non, je ne veux pas dire que notre équipe nationale elle est vieille, mais nous devons préparer la relève chez les filles. Et la relève passe nécessairement par le nombre de matchs. Chez les garçons, nous avons maintenu la formule du championnat à 2 poules. Nous avons maintenu le démarrage des compétitions pour le samedi 13, avec 5 matchs à Dakar. Et maintenant le samedi et des matchs dans les régions le dimanche. Beaucoup de critiques à l'encontre de la Fédération sénégalaise de basketball. Les dirigeants se disent conscients des missions qui leur sont assignées. Cependant, ils comptent poursuivre la dynamique de l'unité de la famille du basketball. Ceci pour des lendemains meilleurs de cette discipline. Et qui m'a fait à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques minutes, s'ouvrira un autre consacré à l'actualité internationale. Ce sera avec BBC Afrique. C'est tout simplement vous souhaiter une belle soirée avec nos programmes qui se poursuivent de plus belle. Allahu Akbar, Alhamdulillah. SOS Santé dal leen ak jàmm numéro bu bees atum 2018 di leen souhaiter nos meilleurs vœux. SOS Santé nag tey hygiène bucco-dentaire moom lay waxtaane. L'importance de l'hygiène bucco-dentaire, c'est de maintenir un état général bien de la bouche et de la santé en général. Ce mouvement n'est pas bon parce qu'en faisant cela, non seulement on n'élimine pas les aliments qui sont entre les dents, en faisant ce mouvement, on n'élimine pas les aliments qui sont entre les dents, et autre chose aussi, on agresse cette partie
en agressant cette partie, la dent devient sensible. Parce qu'à force de faire ces mouvements, on éliminera les mailles et là deviendra très sensible. On n'osera même plus utiliser le brossage pour laver les dents. Parce que si la bouche n'est pas bien entretenue, s'il n'y a pas une bonne hygiène au niveau de la bouche, c'est des maladies qui vont se développer, c'est des bactéries qui sont là. Et beaucoup de maladies ont un point de départ buccal. Maintenant, pour se brosser bien, il faut toujours aller de la gencive vers la dent pour que ça soit clair au niveau des gens. On applique la brosse, on quitte la gencive, on fait toujours ce mouvement. Parce que le but recherché, c'est d'éliminer les aliments qui sont là. Maintenant, si on se lève, on se brosse, on prend son petit déjeuner, on ne se rebrosse pas. Donc, c'est comme si on n'avait pas brossé les dents. Bienvenue dans votre Minute TNT. Le sujet d'aujourd'hui s'intéresse à comment reconnaître le vrai décodeur homologué et estampillé TNT by Excaf, comment l'acquérir et comment l'installer. Sujet numéro 2. Dans le précédent numéro, vous aviez vu tout le mal qui s'est donné pour regarder la télé. Aujourd'hui, il décide de faire un grand pas vers le numérique. Issa, lui, a décidé d'aller chez Excaf Telecom pour acheter son décodeur TNT by Excaf. Yéen tamit mën ngeen dem ci suñu revendeur agréé yi nga xamantene ñu ngi partout fii ci Sénégal ngir mën a jënd seen décodeur TNT. dama ñëwoon pour jënd si décodeur TNT by Excaf. ñaar yi ñoo ci nekk ñoo ci am bii moo njëkk a génn bii moo mujjee génn. Il est important aujourd'hui de reconnaître le vrai du faux. Il existe seulement 2 décodeurs TNT by Excaf qui peuvent recevoir parfaitement le signal numérique. ñu koy jaay 25 000. 25 000 da ngay amaale ñaari weer yu ñu lay may. loolu xéewal la de. Félicitations à Issa. Il vient de faire un grand pas vers le numérique. Maintenant, il reste une étape très importante qui est l'installation. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Mais non, Issa. Jaroulia, installer son décodeur TNT, c'est comme un jeu d'enfant. Tout d'abord, il faut bien vérifier si vous avez la bonne antenne, c'est-à-dire l'antenne râteau, et si elle est bien orientée pour recevoir le signal. Étape numéro 1. Installez votre carte dans votre décodeur. La puce est orientée vers le bas et au fond du décodeur. Étape numéro 2. Si votre téléviseur ne dispose pas de connecteur HDMI, veuillez brancher votre câble RCA et c'est encore plus facile car les couleurs vous guident. Étape numéro 3. Mettez le câble de l'antenne EHF à l'entrée RH-IN de votre décodeur. Et enfin, étape numéro 4. Installez l'alimentation électrique du décodeur puis le raccorder sur une prise électrique. Bravo Issa.